Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récapitulatif de l'actualité de la semaine. Pour certaines personnes, les fêtes sont synonymes de solitude. En Vendée comme ailleurs, des seniors mais aussi des plus jeunes se retrouvent sans lien. L'association Les Petits Frères des Pauvres lutte contre la solitude en organisant des sorties, des repas ou des animations. Pour Noël, les bénévoles ont rassemblé les personnes isolées pour organiser un grand repas. L'association accompagne des centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, pour recréer du lien. Reportage Anaïs Escalona. Les fêtes de fin d'année commencent parfois en tête-à-tête avec un écran. À la Ferrière, Alain vit seul dans sa grande maison, un quotidien calme, loin de l'agitation des réveillons. Parce que la solitude, on ne la ressent pas que le jour de Noël. Et on peut la ressentir à tout moment de l'année. Donc être seul à Noël et avoir des activités le reste de l'année, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais pour d'autres, la solitude pèse davantage, surtout à l'approche de Noël. Alors certaines associations créent des moments pour se retrouver, comme ici autour d'un repas partagé. Ça fait du bien, ça compte notre solitude, on n'est pas seul, il y a pire que nous et ça fait du bien de soutenir nos bénévoles. Nos enfants font leur vie, donc à nous de continuer à vivre et puis du mieux possible. Ce moment festif et convivial est organisé par les Petits Frères des Pauvres, un moyen simple de rompre l'isolement, notamment dans les zones rurales. Vous savez bien qu'il y a une grande désertification. Il n'y a plus tellement de lieux communs dans des toutes petites communes, dans la mienne par exemple. Il y a heureusement une association qui fonctionne très bien, mais il n'y a pas par exemple de café, il y a une salle municipale, il y a de temps en temps un événement, mais il n'y a pas régulièrement un lieu où on puisse se rencontrer. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de boulangerie. Je pense que toutes ces choses malheureusement manquent. Et les initiatives pour recréer un petit commerce local sont à mon avis très importantes. Un isolement qui ne concerne pas uniquement les villages, il touche aussi les villes et parfois des publics plus jeunes qu'on ne l'imagine. Ça ne touche pas que les personnes âgées, bien sûr, et ce sont même les jeunes qui sont le plus touchés. Les étudiants qui sont dans un état, pour certains, de solitude, qui ont beaucoup d'amis sur leur écran, mais qui ne parlent pas à leurs voisins, qui ont du mal à établir des relations dans leur quotidien, et cela souffre vraiment beaucoup de solitude. Seul chez soi ou entouré autour d'une table, les fêtes révèlent une réalité, le lien social reste essentiel à tout âge. Et justement, pour créer du lien à Chaland, Noël a pris des airs de surprise géante. La ville a organisé un Père Noël secret pour tous ses habitants. Le principe est simple, chacun tire un nom au hasard et offre un cadeau. Vendredi dernier, près de 300 participants se sont réunis pour partager ce moment unique, une façon originale de fêter ensemble et créer du lien dans la ville. Louise Ménouri était sur place pour nous montrer cette ambiance festive. Des cadeaux à n'en plus finir. J'ai eu plein de bonbons. Ça, c'est ce qu'on a eu pour Noël. J'ai eu un nécessaire de voyage, c'est super. J'ai reçu un manga. J'ai eu un magnifique livre, 52 week-ends en Europe. J'ai eu une jolie tasse avec des sachets de thé. J'ai eu une trousse de toilette avec des produits de beauté. La magie de Noël a fait de nombreux heureux lors du Père Noël secret de Chaland. Les gens s'inscrivent. Quand on s'inscrit, on peut dire donc son genre, sa tranche d'âge et donner des indices sur ce qu'on aime. En termes de fonctionnement, concrètement, c'est un tableur Excel. J'ai les 265 inscrits. J'ai une formule qui répartit. C'est pas des binômes à proprement parler. On va pas recevoir un cadeau de la personne à qui on va en offrir. Ce que j'essaye, moi, de faire et qui peut être un peu plus fastidieux, c'est de faire en sorte que les gens d'une même famille ne tombent pas ensemble. Un échange de cadeaux grandeur nature qui attire bien au-delà de la commune. À la base, je l'ai imaginé à l'échelle de la ville de Chaland, mais on n'a pas du tout bloqué, ni en nombre d'inscrits, ni géographiquement. Donc on a des personnes qui viennent un peu plus largement. On en a de Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Riez, de la Com de Chaland. J'en ai qui se sont inscrits de Pornic. Ouais, ça vient d'assez loin. Alors je pense que c'est des personnes qui ont de la famille dans le coin, qui découvrent le jeu et du coup qui s'inscrivent. Mais non, c'est pas limité à Chaland. Bien au contraire, tout le monde est le bienvenu sur notre jeu. Plus qu'une simple distribution de présents, ce rendez-vous est surtout un moment de partage. Vous allez
des enfants en très très bas âge, mais vous avez aussi des papis, des mamies, des parents. Non, c'est vraiment un très très bon moment, comme on peut le vivre dans une famille. Mais là, on a une grande famille. Je suis convaincu que, comme les 2 premières années, nous aurons des gens qui vont sympathiser, et peut-être que des gens se diront alors qu'est-ce que vous faites le soir de Noël ou la veille de Noël, parce que moi je suis toute seule et je suis tout seul. Venez. Et donc parfois ça permet aux gens de se rencontrer et de se faire des amis. J'ai distribué tous les cadeaux presque de ce Noël 2025. C'était magnifique, les enfants et les parents sont contents. Vive Noël et à l'année prochaine! L'année prochaine, la ville espère bien atteindre la barre des 300 participants pour la 5e édition du jeu. Attention, si vous prévoyez de faire un virement avant la fin de semaine, les transferts bancaires seront suspendus jusqu'au lundi 29 décembre. La raison, plusieurs jours fériés européens qui se suivent. La Banque centrale européenne est fermée depuis le 24 et ce jusqu'au 28 décembre inclus. Résultat, vos virements ne partiront qu'après cette période, donc mieux vaut anticiper vos paiements pour éviter les surprises. Les campings vendéens bouclent l'année sur une note positive. Avec 350 campings, la Vendée reste le premier département de France en nombre d'emplacements. L'année 2025 a été plutôt stable avec 30 millions de nuitées. Les professionnels de l'hébergement se disent satisfaits. Seul bémol, les dépenses dans les loisirs et la restauration ont un peu reculé. Un bilan encourageant pour nos vacances locales et le tourisme vendéen. Pas d'eau, pas de camping, et ça je le redis souvent. Et au-delà du fait que le prix du mètre cube va fortement augmenter de façon exponentielle dans les années qui viennent, il faut se rendre compte que nous sommes citoyens et c'est à tout à chacun de prendre ses responsabilités et d'économiser l'eau en mettant en place des actions chez soi pour économiser la ressource. Nous n'avons pas le choix. Donc je l'ai dit, je le répète, et je pense que d'ici l'année prochaine, on arrivera à notre défi qui est d'économiser 20%. Sur notre département, je dirais que ça va. On a entre guillemets la chance d'avoir un petit peu d'eau l'hiver qui nous permet de remplir les barrages, mais on se dit que tôt ou tard, il y aura moins d'eau l'hiver et forcément moins d'eau dans les barrages. Et s'il n'y a plus d'eau dans les barrages, il n'y aura pas d'eau robinet. Donc on a vu certains départements du sud de la France qui ont eu vraiment une situation très critique. Et on se met à leur place et on essaie d'anticiper justement cette période de crise qu'on connaîtra tôt ou tard. C'est à nous d'anticiper. 3 départements et une même ambition. Les élus du pôle métropolitain centre-atlantique unissent leurs forces. Ensemble, ils représentent 600 000 habitants et travaillent à développer ce territoire stratégique entre Nantes et Bordeaux. Une démarche collective pour renforcer projets et services au bénéfice de tous. Même si on est très attaché au Pays de la Loire et à la Vendée, bien entendu, il faut que ce pôle métropolitain continue, puisque justement, il permet des échanges avec le département des Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, des remontées qui nous reviennent de La Rochelle, des difficultés que même La Rochelle, qui est une ville quand même qui fonctionne très bien, a avec le train, par exemple, ou autres problèmes que Niort peut avoir comme problème. Donc, tout ça fait qu'on est très satisfait d'en faire partie et de pouvoir échanger. Et on échange aussi entre nous Vendéens, puisque Luçon, Fontenay, Luçon, Sud-Vendée littoral, le pays de Fontenay-Vendée et Vendée-Sèvres-Ostise, on est quand même les représentants de la Vendée. Depuis 40 ans, ils préservent nos arbres et notre patrimoine végétal. Le verger conservatoire de Pétré à Luçon est un trésor local, mais aujourd'hui, son avenir est menacé. Les aides publiques diminuent. Pour l'instant, ce sont des bénévoles et un investisseur privé qui assurent sa survie. C'est un réel combat pour protéger la biodiversité et nos anciennes variétés de fruits. Reportage Jeanne Bell. 46, 47, 48, et bien ça va être 48. Comme Geneviève, les bénévoles du verger conservatoire plantent toutes sortes de poiriers. Ils sont aidés par Benoît Piron pour recréer d'ici quelques années un véritable verger de conservation. Il fallait le reconstruire parce que les variétés étaient en phase de sénescence. Et du coup, comme on ne voulait pas perdre les variétés, on a lancé un projet sur 2 phases. L'année dernière, replantation des pommiers et cette année, la replantation des poiriers. Notre souci, c'est que ce n'est pas une carotte. Une carotte, on la plante ou une fraise, on la plante et on repart et on a de la trésorerie aussitôt. Là, on est sur de l'arbre fruitier et d'autant plus des variétés anciennes qui vont mettre 5, 6, 7 ans à pouvoir rentrer en production. Ce déficit de trésorerie-là impacte énormément la survie, je dirais, du verger conservatoire de Vendée.
S'ajoute à cela l'arrêt ou la baisse de nombreuses subventions. Le verger conservatoire aurait dû, sans doute, fermer ses portes. On a passé une année 2025 au niveau trésorerie extrêmement difficile. Aujourd'hui, comme on reçoit les dernières subventions du nouveau verger de collection, la trésorerie s'assainit. Là, on a eu la bonne surprise tout à l'heure d'avoir un sponsor qui vient nous aider. J'étais très ému tout à l'heure de voir le chèque arriver, parce que quand on passe une année difficile, au niveau trésorerie, ça fait chaud au cœur. Michael Barjon est le président et fondateur de l'entreprise Zéro Résidu qui a aidé l'association à hauteur de 2 fois 15 000 € sur 2 ans. Quand un projet comme ça fait autant sens et autant foi, et que c'est aussi proche de notre ADN en tant que société, puisque nous, c'est l'amélioration des performances animales et végétales sans résidus. Et vraiment, je trouve ça génial. Et si demain, on pouvait voir quelques espèces de pommes et de poires issues de ce verger et dire que nous avons contribué à sauver cette assoce, quel bonheur! Tout ne s'arrête pas là. L'association compte toujours sur les autres subventions publiques. Les bénévoles, quant à eux, peuvent se remettre au travail pour faire grandir ce nouveau verger. Il change de nom, mais pas de mission. Oui, je parle bien de l'Office du patrimoine culturel immatériel de Vendée. Accréditée par l'UNESCO en 2024, l'association devient Témonia, un nouveau nom, une nouvelle identité et un site internet repensé pour faire vivre le patrimoine autrement. À Salertaine, les membres se sont retrouvés pour découvrir cet outil et lancer une dynamique collective au service du patrimoine vivant et humain. C'est un moment fort parce qu'on célèbre le lancement du nouveau site internet, puisque nous avons changé de nom. Nous sommes passés du nom de OPCI à Témonia. Donc c'était l'occasion pour nous de représenter à l'ensemble de la communauté Témonia où on en est, de présenter le nouveau site internet. On a également refait les couleurs du site Rado qui sont adaptées aux couleurs de Témonia. Et nous avons présenté également le portfolio numérique qui est en ligne. Les lumières du château des Essarts brillent à nouveau. Pour la 3e année consécutive, un parcours lumineux invite à la promenade sur les sentiers du domaine. 1 heure de balade en forêt hors du temps pour s'émerveiller ou partager un moment calme pour se retrouver ou tout simplement pour rompre la solitude. Le parcours est ouvert jusqu'au 3 janvier. Jeanne Bell vous fait vivre cette expérience féerique. Lumière, spectacle et magie de Noël, c'est le pari du château des Essarts en cette période de fête. La première année, nous avons eu l'idée un peu en fin de saison, en fait, en septembre. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se démarquer dans la région des marchés Noël, etc. Et c'est vrai que autant dans d'autres régions en France, on a des parcours lumineux, mais ici, pour l'instant, ça ne se faisait pas encore. On a eu quelques idées, donc la première année, on va dire que ça a été un peu fait de briques et de broc. Quand on s'est penché, en fait, sur le sujet de se dire comment on fait la 2e année pour que ce soit plus cossu, etc., on a anticipé des achats. Et après, pour l'installation, c'est de l'huile de coude, parce qu'on est une petite équipe. Et puis par contre, le gros de l'installation, c'est vraiment quand on a fermé le 3 ou le 4 novembre. On a eu 1 mois pour mettre en place parce qu'on a réouvert le 5. Donc du coup, ça vient très vite. Donc on y est tous les jours. On passe des kilomètres de guirlandes. Donc je vous avoue que le temps passe beaucoup trop vite. Par rapport aux années passées, 2 spectacles ont été ajoutés. C'est le moment pour Adrien de s'entraîner une dernière fois. Les gens, ils aiment juste déjà sortir un peu émerveillés, d'être dans un contexte où un peu dans ces ruines, dans ce château, ils sont déjà soulagés de se dire allez, c'est bientôt Noël. Ça met les gens dans une ambiance un peu magique. Les enfants, ils sont à fond tout de suite, même avant de rentrer sur scène, ils sont déjà là. Je les vois pas tout de suite et c'est qu'à la fin où la lumière se tamise un peu plus et là je me rends compte qu'il y avait autant de personnes. Mais ça fait plaisir parce que les enfants, on laisse volontairement un espace pour que les enfants puissent être devant. Tout est fin prêt pour accueillir les visiteurs à la nuit tombée. On a appris qu'il y avait ça sur les Essarts et franchement c'est top parce que c'est vraiment joli. On ne connaissait pas du tout et à refaire quand on pourra parce que c'est vraiment super. L'année dernière, le parcours lumineux avait attiré plus de 8000 visiteurs. C'est la fin de l'hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir ou revoir l'ensemble de nos émissions et reportages sur notre site tvvendée.fr. En attendant, passez un très bon week-end sur TV Vendée.